Aujourd'hui, ça a été une semaine chargée, comme d'habitude, mais, mais marquée notamment par le témoignage d'Adèle Haenel. J'ai pas tellement envie de revenir sur le témoignage en détail, mais ça me fait penser, et ça m'a donné envie de relire avec vous l'aveu de Phèdre. Phèdre, c'est évidemment la pièce de Racine. Phèdre est amoureuse d'Hippolyte, et elle finira par croire que Thésée est mort à tort, et toute la tragédie s'enchaîne. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est la scène de l'aveu. Et là, on est en fait en 1-3. Donc, on est quasi à la première apparition de Phèdre. En tout cas, paf, elle arrive. Et la scène commence comme ça. C'est un peu long, mais je vais m'arrêter sur les passages qui me plaisent le plus, parce que j'ai envie de le relire. N'allons point plus avant, demeurons, chère Œnone, je ne me soutiens plus, ma force m'abandonne, mes yeux sont éblouis du jour que je revois, et mes genoux tremblants se dérobent sous moi. Hélas, Œnone. Dieu tout-puissant, que nos pleurs vous apaisent. Alors déjà, on peut voir, je vais le faire au fur et à mesure plutôt qu'une lecture continue, parce que c'est un passage un peu long. Ce que je trouve extraordinaire toujours chez Racine, et ça c'est vraiment l'effet de sourdine qu'analyse Spitzer dans les études de style, c'est la façon particulièrement à la fois très discrète, pudique, et en même temps terrifiante, et qui est vraiment à prendre au sens fort, dont le corps se morcelle par le suremploi de la métonymie. Donc, je ne me soutiens plus, je, mais le me, donc le pronom clitique, le petit me là, tout seul, fait que le sujet, donc ici Phèdre évidemment, est en objet. Et donc, elle est déjà dissociée. Elle est grammaticalement dissociée. Je ne me soutiens plus, et donc l'épuisement, la quasi-agonie de Phèdre passe notamment par cette dissociation grammaticale, qui se poursuit. Ma force m'abandonne. Ma force m'abandonne. Mais en plus, ma force, c'est une métonymie de Phèdre, qui ne fait, donc c'est sa force vitale, qui ne fait donc déjà plus partie d'elle, et qui la rend, enfin qui la désubstantialise par le morcellement du moi, et ça va se poursuivre. Mes yeux sont éblouis du jour que je revois. Donc, hop. Ce n'est pas je suis ébloui, ce sont mes yeux. Donc, toujours parler de soi en parlant d'un morceau de son corps. Et ça donne l'impression d'un morcellement, quasi psychotique. Jour que je revois et mes genoux tremblants se dérobent sous moi, hélas, et puis ça c'est typiquement ce qu'on appelle une didascalie interne. L'exemple que prend tout le temps Annie Bersfeld, alors il n'y a que moi que ça faisait rire en Cagne, peut-être parce que les autres l'ont pas vraiment lu, mais alors elle prenait toujours le même exemple qui était prends une chaise, Sina. Et voilà, dès qu'on me dit prends une chaise, j'ai envie de répondre Sina. Pardon. C'était la petite blague, c'est absolument pas tragique, c'est du Corneille. Mes genoux tremblants se dérobent sous moi avec cet adjectif verbal, tremblant ici est accordé, donc c'est pas un participe présent, mais qui va donner une impression comme ça d'un temps qui s'étend. Donc ce morcellement, c'est aussi un morcellement qui dure au moment de la scène. Ça, c'est quand même super parce qu'on est dans du théâtre classique, unité de temps, de lieu d'action, mais elle arrive, et là, en fait, le participe présent, l'équivalent, là, ce sera un imparfait. Les genoux sont déjà tremblants, le présent n'est pas seulement un présent immédiat, c'est pas « oula, ça se dérobe sous moi », c'est son état. C'est un présent étendu. Elle s'assied et non, dit tout-puissant, que nos pleurs vous apaisent. Hop, compassion. Et nos pleurs, bien sûr, va permettre, dans ce phénomène de la triple énonciation théâtrale, d'inclure les spectateurs. Phèdre, que ces vains ornements, que ces voiles me pèsent, qu'à l'importune main, en formant tous ces nœuds, a pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Tac. Vains ornements, ça pourrait presque faire référence aux quelques paroles préalables d'Œnone. Mais surtout, donc les voiles, donc ça c'est le costume de la matrone en fait. Mais plus largement, ces voiles vont déjà faire signe vers la voile, là aussi encore une métonymie, qui sera celle qui annoncera à tort la mort de Thésée, si je ne me trompe pas. Il y a aussi une sorte de voile là. Et ces voiles sont aussi des voiles qui voilent, c'est-à-dire qui vont dérober au regard. Évidemment, ça devient hyper intéressant d'avoir une métonymie sur le voile, permettant de dire en même temps l'accablement de Phèdre, parce que c'est une scène de dévoilement.
On continue. Qu'un importe une main en formant tous ces nœuds, et nœuds, on le sait, en vocabulaire classique et en particulier en vocabulaire tragique, peut aussi désigner l'hymen, c'est-à-dire le mariage. A pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux, donc la coiffe, les tresses de Phèdre pèsent, donc parlent de son état physique, mais dans le même temps vont avoir un sens figuré beaucoup plus large. Et cette main, a priori, c'est plutôt celle des nonnes. Nourrice, confidente, mais certainement aussi camériste. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Tout pèse, tout est nuisible et conspire à nuire. Et là, on est dans quelque chose d'absolument paranoïaque. C'est un vers que j'adore, que je récite tout le temps dès que quelque chose m'embête. Et non. Comme on voit tous ces vœux l'un l'autre se détruire, vous-même condamnant vos injustes desseins, tantôt à vous parer vous excitiez nos mains, vous-même rappelant votre force première, vous vouliez vous montrer et revoir la lumière. Vous la voyez, madame, et prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Inquiétude, étonnement des nonnes, qui, donc voyant tous ses vœux se détruire, constate que Phèdre ne sait pas ce qu'elle veut. Et donc ce qu'elle voulait, à savoir être parée, être coiffée, et donc elle parle d'elle-même en disant « nos mains », là aussi nouvelle métonymie, comme si les mains s'agitaient d'elles-mêmes, sans une personne derrière, à vous paraît encore une objectification grammaticale, et donc finalement logique, de Phèdre, qui voulait donc, voilà, puisque là en fait ce qu'on a c'est une légère analepse qui nous permet de savoir que Phèdre voulait être belle, costumée, parée. Enfin, costumée et parée, et donc on peut supposer belle, ce qui va préparer l'aveu, mais un aveu impossible à faire alors même qu'elle se... Non pas qu'elle s'y prépare, mais qu'elle est dans l'attitude de la femme amoureuse, et dans le même temps de la femme amoureuse qui ne peut pas l'être. Vous vouliez vous montrer, encore avec ce objectification, et revoir la lumière, vous la voyez, madame, est prête à vous cacher, vous haïssez le jour que vous veniez chercher. Et donc, la mise au jour est d'abord une mise au jour solaire, spatiale. Phèdre, noble et brillante auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougis du trouble où tu me vois, soleil, je te viens voir pour la dernière fois. Parce que Phèdre descend du soleil, généalogiquement. Donc elle s'adresse à lui, celui-ci n'apparaît qu'à la fin, ce qui nous montre aussi une forme de désarroi de Phèdre, puisqu'elle aurait pu répondre à Œnone, elle parle au soleil, vous voyez. Alors, voilà, qui est bien sûr une entité divine dans la pièce qui va reprendre donc le décor païen. Et, petit rappel par les périphrases, ma mère osait se vanter d'être fille, avec ça, oser se vanter. Ça, c'est l'annonce d'un orgueil. Et l'orgueil, c'est la martyre, c'est la faute tragique, c'est ce qui va déjà annoncer la catastrophe tragique. On voit ces signaux-là apparaître. Et le soleil lui-même rougit du trouble de Phèdre. Et là, on a un effet d'hypalage qui est suggéré, c'est-à-dire que le rougissement de Phèdre, du trouble, se trouve prêté au soleil. Enfin, il y a un jeu comme ça d'inversion des attributs. Et je te viens voir pour la dernière fois, avec cette montée du clitique de la langue classique, en français moderne on dit je viens te voir, nous permet d'avoir ici quelque chose d'hyper fonctionnel, c'est-à-dire on est dans une tragédie, on sait que ça va durer qu'une journée, on sait que ça va mal finir, et dès qu'elle arrive, elle annonce l'agonie. Mais on ne sait pas encore comment ça va mal finir, et c'est la question. Et non, quoi, vous ne perdrez point cette cruelle envie, vous verrai-je toujours, renonçant à la vie, faire de votre mort les funestes après. Et c'est là qu'on comprend que peut-être cette mise en scène d'elle-même de Phèdre correspond à la préparation de ses habits mortuaires, comme on dit les habits. Ça, je l'ai appris à mes étudiants il n'y a pas longtemps, ils étaient choqués. Les habits, les fameux habits. Et donc, funeste, évidemment, vocabulaire tragique, avec une antéposition, donc l'adjectif est à gauche du nom, ça va renforcer, ça va permettre en outre d'avoir une rime plus facile, c'est plus facile de faire rimer après que funeste, encore que, je pense que Racine est fort.
On le voit aussi cruel, envie, donc hop, là aussi, cruel, vocabulaire tragique, avant. On n'est pas exactement dans un oxymore, dans cruel, envie, on a quelque chose d'antithétique, qui hop, fait qu'on a cet effet de vocabulaire qui se condense, qui est rare, mais qui va devenir d'autant plus explosif, en fait, qu'il est resserré. Et il faut ici noter la prise en compte de toute la spectacularité dans la bouche des nonnes. Vous verrai-je toujours. Elle qui se désignait par un nous de modestie, mais incluant aussi les spectateurs. Dis-je, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts, quand pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière. Nouvelle métonymie, on ne dit pas, on suggère par un petit morceau. Alors la métonymie, c'est la partie pour le tout pour la partie. Boire un verre d'eau, par exemple. Que ne suis-je assise à l'ombre des forêts, quand pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière. Donc, hop, quasi une rêverie de Phèdre, en tout cas un regret que l'on peut voir au passé, mais qui en fait se fera au futur. Et ce char fuyant dans la carrière, on ne le sait pas encore, mais c'est celui d'Hippolyte. Et c'est celui derrière lequel Hippolyte sera traîné. Donc on va avoir tous les effets d'annonce, ce qui fait que, même si l'on connaît la fin, c'est d'autant plus poignant. Et suivre de l'œil, nouvelle métonymie, Phèdre toujours dans cette tristesse majestueuse, on parle de soi mais de loin. Et on se met soi-même loin, et donc il y a ce morcellement. Quoi, madame? Insensé, où suis-je? Et qu'ai-je dit? Où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit? Je l'ai perdu. Les dieux m'en ont ravi l'usage, et non, la rougeur me couvre le visage. Je te laisse trop voir mes honteuses douleurs, et mes yeux, malgré moi, se remplissent de pleurs. Regret. Non plus le regret, mais regret du regret, c'est-à-dire d'avoir exprimé un regret qui dévoile la passion funeste de Phèdre. Mes vœux, mon esprit, hein, donc sa langue, c'est une parole perdue. Et donc je l'ai perdu, paf. Alors, où laissais-je égarer mes vœux et mon esprit est une question, pour ainsi dire, rhétorique. En tout cas, c'est une question qu'elle se pose à elle-même et à laquelle elle répond. Et là, on a vraiment un effet de chute, avec une dislocation quand même assez rare et toujours très notable, très marquante. Chez Racine, je l'ai perdu, les dieux m'en ont ravi l'usage, et hop, ça continue. Et ensuite, Ennone, la rougeur me couvre le visage, etc. Donc métonymie, donc qui est parfaitement... qui met en place tout un ensemble de didascalies internes, c'est-à-dire qu'il faut rougir à ce moment-là, ou en tout cas si on ne rougit pas, il faut que les spectateurs sachent que l'actrice, ou en tout cas le personnage est censé rougir, et toujours avec cette spectacularité, donc cette question du visible, je te laisse voir mes honteuses douleurs, et un visible inversé, puisque les yeux se remplissent de pleurs, donc elle fait voir la chose qu'elle veut garder invisible, et pour elle-même, c'est-à-dire voilée, cachée, masquée. Ah, s'il vous faut rougir, rougissez d'un silence, qui de vos mots encore aigrit la violence. Rebelle à tous nos soins, sourde à tous nos discours, voulez-vous sans pitié laisser finir vos jours? Quelle fureur les borne au milieu de leur course, quel charme ou quel poison en a tari la source? Les ombres par 3 fois ont obscurci les cieux, depuis que le sommeil n'est entré dans vos yeux. Et le jour a 3 fois chassé la nuit obscure, depuis que votre corps languit sans nourriture. À quel affreux dessein vous laissez-vous tenter? De quel droit sur vous-même osez-vous attenter? Vous offensez les dieux, auteurs de votre vie. Vous trahissez l'époux à qui la foi vous lie. Vous trahissez enfin vos enfants malheureux que vous précipitez sous un joug rigoureux. Songez qu'un même jour leur ravira leur mère et rendra l'espérance au fils de l'étrangère. À ce fier ennemi de vous, de votre sang, ce fils qu'une Amazone a porté dans son flanc. S'il vous faut rougir, rougissez d'un silence. Hop, et là on est en fait dans une scène d'extorcation de l'aveu. Donc toute la parole de Phèdre est marquée ou placée sous le sceau de ce qu'on appelle la reticentia, donc de la réticence. Elle ne veut pas parler, elle parle pour dire qu'elle ne parlera pas. Donc on est dans des prétéritions. Et en même temps, c'est un peu comme la différence entre le secret et le mystère. Le mystère, c'est un secret dont on connaît l'existence. Donc évidemment qu'Ennone va interroger. Que se passe-t-il? Et de toute façon, nouvelle analepse, on retourne dans le temps. Depuis 3 jours, Phèdre n'a pas dormi, n'a pas mangé, donc on sait que quelque chose va mal. 3 jours, on va avoir, je sais pas, les 3 jours avant la résurrection, enfin, quelque chose d'assez marquant au niveau de cette durée. Et qui reste aussi assez chrétien, par exemple, sur cette question du suicide.
vous offensez les dieux auteurs de votre vie, et puis après les époux, etc. Le suicide, et là, on est plus dans une condamnation chrétienne du suicide que païenne. Mais de toute façon, c'est Racine, on est au XVIIe. Hein. Et donc, tout l'argumentaire, et donc toutes les supplications des nonnes, permettent non seulement de savoir ce qui s'est passé dans le présent immédiat, donc ce présent des 3 jours durant lesquels Phèdre n'a ni mangé ni dormi, mais aussi sont là pour rappeler tous les liens de Phèdre et la remettre dans le circuit des civilités, des concurrences et des calculs politiques. Néanmoins, ce fils qu'une Amazone, périphrase qui permet de dire par un détour avant de dire. Parce que la parole, elle ne va pas venir toute seule, mais là elle vient par hasard. Donc ce fils qu'une Amazone a porté dans son flanc, cet Hippolyte, en suspension. Adieu! Ce reproche vous touche. Malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche? Eh bien, votre colère éclate avec raison, j'aime à vous voir frémir à ce funeste nom. Vivez donc. Que l'amour, le devoir vous excite, vivez, ne souffrez pas que le fils d'une Scythe, accablant vos enfants d'un empire odieux, commande au plus beau sang de la Grèce et des dieux. Mais ne différez point, à chaque moment vous tue, réparez promptement votre force abattue, tandis que de vos jours prêts à se consumer, le flambeau dure encore et peut se rallumer. Et là, en fait, c'est Œnone qui dit le nom d'Hippolyte. Et la réaction de Phèdre n'est pas comprise, mais elle est visible. Évidemment que c'est ce malentendu tragique, ce quiproquo, qui ici n'a rien d'une comédie, qui, dans le cas d'une ironie tragique, donc de spectateurs ou de lecteurs qui en savent plus que les personnages, ou en tout cas qu'Œnone, là, ils vont avoir plus d'empathie pour Phèdre elle-même. Donc, seule réaction, ah, Dieu, ce reproche vous touche, malheureuse, quel nom est sorti de ta bouche? Hop, la réaction, c'est le nom. C'est le logos, c'est la parole. Et c'est vraiment une parole particulière. Donc le nom, finalement pas de la culpabilité ni de la faute, mais de ce qui provoque la faute. Oui, on est tout près. C'est tout à fait contigu. Et Œnone donc se méprend, j'aime à vous voir frémir à ce funeste nom, le malentendu est total. Elle a l'impression que cette réaction est une réaction de vivacité qui devrait ramener Phèdre dans la course, si je puis dire, c'est-à-dire à combattre la concurrence d'Aricie. Phèdre, j'en ai trop prolongé la coupable durée. Quoi, de quelque remords êtes-vous déchiré? Quel crime a pu produire un trouble si pressant? Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent. Hop, la vie de Phèdre est trop longue, mais pourtant, dit Œnone, vous n'avez rien fait. Vos mains n'ont point trempé dans le sang innocent, ce qui donc arrivera. Parce qu'on est dans un pur fusil de Tchekhov. On voit le fusil, on sait qui va servir. C'est pas le baromètre de Flaubert, c'est le fusil de Tchekhov. Et donc là, on a des effets d'annonce, évidemment, non compris des personnages. Mais on a l'habitude des tragédies, on sent que ça va mal se passer, et on est juste à la 3e scène du premier acte. Grâce au ciel, mes mains ne sont point criminelles, plutôt Dieu que mon cœur fût innocent comme elle. Nouvelle métonymie, les mains, le cœur. Mais le cœur débordera ensuite sur les mains. Avec criminel à la rime, rimant avec le L, reprenant les mains. Et donc on a une espèce de contagion par les sangs. Et quel affreux projet avez-vous enfanté, dont votre cœur encore doit être épouvanté? Affreux projet, alors affreux, terme hyper fort, les affres, antéposition, enfanté, verbe hyper intéressant, puisque Phèdre est une mère, et que elle est amoureuse du fils de son mari. Et on est dans un quasi-inceste. Et donc enfanté, si on avait projeté, ça marcherait vachement moins. Enfanté va déjà, comme ça, arriver par petits bouts verts, cet amour considéré comme incestueux. Je t'en ai dit assez, épargne-moi le reste, je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Poursuite de la figure de réticence. Je t'en ai dit assez, épargne. Et l'annonce évidemment tragique, je meurs pour ne point faire un aveu si funeste. Évidemment, on attend l'aveu, on se dit que si elle est dans un tel état, l'aveu va être encore pire, et on n'aura pas tort. Et donc là, hop, on repousse la parole. On repousse la parole. C'est un refoulement montré sur la scène. Mourez donc et gardez un silence inhumain. Mais pour fermer vos yeux et chercher une autre main, quoiqu'il vous reste à peine une faible lumière, mon âme chez les morts descendra la première. Mille chemins ouverts y conduisent toujours, et ma juste douleur choisira les plus courts. Cruelle, quand ma foi vous a-t-elle déçu? Songez-vous qu'en naissant, mes bras vous ont reçu? Mon pays, mes enfants, pour vous j'ai tout quitté, réserviez-vous ce prix à ma fidélité? Et là, hop, nouvelle
argumentaire des nonnes, et là il ne s'agit plus des liens extérieurs, politiques, familiaux de Phèdre, mais du lien qui l'unit, elle, à Phèdre, puisqu'Énone est donc bien ça, en fait, sa nourrice. Et ce silence inhumain, en fait, il est parfaitement faut que j'arrête de dire parfaitement tout le temps, mais il est à double entente, parce que cette inhumanité, finalement, ce sera d'avoir parlé, dans le cas de Phèdre. Mais en tout cas, il y a quelque chose là, en fait, qui m'intéresse énormément, qui est dans cet appel à l'amour des nonnes. Et d'un amour, je ne peux pas dire un amour maternel, puisque c'est sa nourrice, mais un amour donc nourricier, mais proche d'un amour maternel, ou très loin, donc mes bras vous ont reçu, etc. Et donc toujours ces métonymies. C'est pas « Oh, j'ai bien pris soin de toi », mes bras vous ont reçu. Beaucoup plus chic. Et cette annonce donc de la descente aux enfers, si ce n'est pas l'une, c'est l'autre, on sent que ça va pas le faire. Et ça, et là, et là, et là. Poum, 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 poum. Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Mes deux vers préférés de toute la pièce. Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et ça me paraît parfaitement emblématique de ce qu'est un tabou, et de ce qu'est un non-dit, et du fait que dire une telle violence fracasse absolument tout. Alors évidemment, Phèdre est coupable, mais, et là j'ai quand même relu la préface de Racine, dès le début de cette préface, qui est très courte, il explique que Phèdre est mi-coupable, mi-victime. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est que ce silence-là, c'est aussi celui des victimes. Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et ça, c'est la parole violente. La parole, en fait, performative ou quasi performative, c'est le moment où quelque chose va se rompre, qui est libérateur dans le cas des violences, et notamment des violences sexuelles, etc., familiales, etc., et qui là, en fait, est l'aveu d'une violence non faite, non dite, ou d'un amour qui ne peut être compris que comme une violence. Je trouve ça extraordinaire, quoi. Je continue. Et que me direz-vous qui ne cède, grand Dieu, à l'horreur de vous voir expirer à mes yeux? Eh bien, je préfère entendre que de vous voir mourir. Quand tu sauras mon crime et le sort qui m'accable, je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Parce que dire, c'est être coupable. Dire, effectivement, c'est ce qui va provoquer le crime. Mais le fait de dire, c'est aussi la rupture des liens familiaux. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse énormément dans Phèdre. C'est quand elle dit que tout explose, mais elle ne peut pas ne pas dire. Ça fait 3 jours, 3 nuits qu'elle n'a pas dormi. Ses yeux sont complètement ravagés. Elle voit le soleil, et elle en est éblouie. Elle ne tient plus debout. Elle doit dire. Elle est en train de mourir de ne pas dire. Je n'en mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. Madame, au nom des pleurs que pour vous j'ai versés, toujours la métonymie, par vos faibles genoux que je tiens embrassés, didascalie interne, délivrez mon esprit de ce funeste doute, et redélivrer, qui va avec le projet enfanté, donc toujours quelque chose d'hyper maternel ici. Et là, l'aveu va venir. Tu le veux, lève-toi. Parlez, je vous écoute. Avec, non pas des stichomities parce qu'il y en a trop peu, donc stichomities c'est des échanges de répliques courtes, mais un échange beaucoup plus resserré. Parce que là, on arrive, la tension dramatique se monte, et on arrive à quelque chose. Ciel, que lui vais-je dire et par où commencer? Hop, aparté, elle se parle à elle-même. Par de vaines frayeurs, cessez de m'offenser. J'ai tout entendu. Une fois, j'ai dit ça à une étudiante. Vous pouvez tout me dire, je suis féministe. Ça fait toujours rigoler. Et ça l'a aidé. Ô haine de Vénus, ô fatale colère, dans quels égarements l'amour jeta ma mère. On se rappelle qu'elle est la fille de Minos et de Pasiphae. Et donc, en fait, c'est même l'amour, et en tout cas un amour qui porte mal, c'est-à-dire un amour qui est un mauvais objet, qui est ici en cause. C'est le mauvais amour, c'est quand on aime mal. Et là, je ne peux pas m'empêcher, c'est pas le texte de Racine, mais c'est très proche du texte de Racine, c'est quand même là, c'est quand même une lecture qui en est possible. Dans les faits,
la plupart des violeurs pensent faire des actes d'amour. Souvent. Et là, il y a un truc, là. Et j'arrive pas encore à le dépioter. Je continue. Oublions-les, madame, et qu'à tout l'avenir, un silence éternel cache ce souvenir. Pensons pas à la généalogie. Parlez. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée. Toujours, toc, 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 toc. Diversion. Diversion, et en même temps, ça monte. Ça monte, et c'est aussi ce qui fait qu'elle n'est pas totalement coupable, mais en partie victime. C'est qu'elle est le fruit de cette famille. Elle est le fruit de son passé. Ça, c'est ouf. Que faites-vous, madame, et quel mortel ennui contre tout votre sang vous anime aujourd'hui? Ennui, c'est un sens très fort. Ennui, aujourd'hui. Paf, ça c'est de la tragédie. Quand on met les deux à la rime, ça va pas le faire. Et en plus, avec le fait que ce sont des sons particulièrement fermés au niveau... Enfin, ce sont des voyelles très fermées. Et ça commence à grincer. Puisque Vénus le veut de ce sang déplorable, je péris la dernière et la plus misérable. Hop, retour sur l'agonie, spectaculaire. Le sang, à la fois sang familial et aussi annonce de la catastrophe tragique. Et bien sûr, pathétique, la dernière et la plus misérable. Aimez-vous? Ils sont pas de Vénus, elle a compris. De l'amour, j'ai toutes les fureurs. Métonymie, fureur, en plus vocabulaire tragique. Et ça, en fait, là, elle nous parle de la maladie d'amour. Elle nous dit pas l'amour. Elle nous parle des symptômes de l'amour et de ce qui fait mal quand on aime. Pour qui? Tu vas ouïr, le comble des horreurs. Hop, donc pour qui? Paf, tac, tac, c'est un seul vers. J'aime, aposiopèse, à ce nom fatal, je tremble, je frissonne. Et là, on voit comment c'est le sujet lui-même qui a ces symptômes. Mais elle peut pas dire, je n'arrive pas à le dire, elle dit, je tremble, je frissonne, les symptômes. J'aime qui? Tu connais ce fils de l'Amazone, ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Hippolyte, grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. J'aime tellement cette pièce. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas lue. Expression du plot degré, le comble des horreurs. Horreur qui rime avec fureur. Poum, on est tout en haut. Pourtant, ce sont des mots très simples, très sobres, hop, 2 syllabes. Ouïr, hop, souvenez, aujourd'hui, ennui. Hop, ça cringe. Interruption par les aposiopèses, donc les points de suspension. J'aime à ce nom fatal. Je tremble, je frissonne. J'aime, hop, anaphore. Rare, très rare. Et ça, c'est la parole. C'est la parole qui a du mal à dire. Énone qui arrive, qui tire, via la vieille maïeutique là, qui fait mal. Tu connais ce fils de l'Amazone. Périphrase, elle peut pas le dire. Ce prince si longtemps par moi-même opprimé. Deuxième périphrase. Avec le lien qu'ils ont déjà et qu'elle renverse. Hippolyte, grand Dieu, paf, c'est toi qui l'as nommé. Parce qu'elle ne peut pas dire le nom. Elle ne peut que tourner autour du pot, c'est-à-dire dire par périphrase, dire par détour. Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder de face. Juste ciel, tout mon sang dans mes veines se glace. Ô désespoir, ô crime, ô déplorable race, voyage infortuné, rivage malheureux. Fallait-il approcher de tes bords dangereux? Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte et, le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter, j'excitais mon courage à le persécuter pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre. J'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels.
Je respirais Ennone, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence, soumise à mon époux, et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure, trop vive aussitôt, a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort, respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exhaler. Et après arrive quelqu'un d'autre. Et après on annonce la mort de Thésée, la délivrance. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Hop, grande perplexité, désarroi, effarement d'Ennone. Tous mes sangs dans mes veines se glacent, bim, métonymie. Donc, en plus, ça permet de montrer ce qui se passe dans les veines. Les apostrophes, rime ternaire, au désespoir, au crime, aux déplorables races, donc race, c'est-à-dire la lignée. Voyage infortuné, rivage malheureux, fallait-il approcher de tes bords dangereux, parce qu'elle sait la proximité, ce qui permet de la donner au spectateur avec une rapide analepse qui va être développée ensuite par Phèdre. Mon mal vient de plus loin, ce n'est pas juste la rencontre ou les retrouvailles récentes, c'est un amour profond, plus ancien. Et donc, vous voyez, le mal vient de plus loin, mais on remonte plus loin, et dans la géographie, surtout dans l'espace. Et on comprend pourquoi elle est absolument expirante en arrivant sur scène. Ben, c'est vraiment ça la tragédie classique, c'est qu'on chope juste le moment, comme ça, sur scène, où ça va plus du tout. Mais il faut, hop, nous rappeler tout ce qu'il y avait avant. Rappel de ce mariage, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Superbe, c'est fier, voire arrogant. Et ça, et en même temps, c'est beau. Je le vis. Je rougis, je pâlis à sa vue. Paf, les symptômes de l'amour. Je le vis. Je rougis, je pâlis. À sa vue, on note qu'il n'y a aucune coordination, aucun adverbe, même pas de subordination. On juxtapose. Et ça donne une immédiateté absolue. Elle ne peut même pas résister puisqu'on n'a pas la place de glisser une conjonction de coordination. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, et donc vue éperdue, tac. En fait, ça, on reprend toute la physiologie amoureuse, c'est surtout un truc du 16e, et l'innamoramento, leurs yeux se rencontrèrent, et paf, il y a l'image de la dame qui entre, et qui s'engrave dans le cœur. Je vous ferai peut-être un topo là-dessus, je trouve ça c'est trippant, l'innamoramento, mais en tout cas, c'est la vision qui s'incarne et qui perd, et qui déraisonne, qui amène la déraison. Donc un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, donc c'est la colonisation par l'autre. Ça me rappelle aussi les violences. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, et ça s'explique pourquoi il était si dur de parler jusqu'à aujourd'hui aussi. C'est le trouble amoureux plus la honte de ce trouble amoureux. Les deux amènent à l'indicible. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé, je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Donc, mon corps étranger et brûlé, double coordination, ça vous fait un effet d'abondance. Ça met du rythme. Elle sent son corps. Elle devrait se sentir directement brûlée. Métonymie, à distance. Donc on va dire moins, finalement, pour dire beaucoup plus. Par le détour métonymique. Ça, c'est l'effet de sourdine. Je reconnus Vénus et ses faits redoutables. À la fois l'aïeule, elle est victime de l'amour. Mais aussi, elle désigne ainsi par Vénus l'amour lui-même. Donc on va avoir et le lignage, donc ce qui s'appelle la race au XVIIe, et la périphrase pour l'amour. Donc c'est feu redoutable. Dansant qu'elle poursuit, tourments inévitables. Voilà, tchac. Par des vœux assidus, je crus les détourner, je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que donc, vous avez les tentatives de Phèdre pour détourner cet amour et sortir de ce qui est presque un sortilège, en fait. D'une chose qu'elle ne peut combattre, qui passe donc par la construction d'un temple à Vénus qui devient temple à Hippolyte. Et en fait, c'est l'idolâtrie. Et
Et ça reprend aussi parfaitement l'image de l'engravure avec l'image de la dame en poésie amoureuse 16e qui se grave derrière les yeux, etc. L'image qui poursuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image qui poursuit, elle s'accompagne d'un silence. Et ça, c'est extraordinaire. Une image qui poursuit, c'est une image qui finalement ferme la bouche. En vain sur les autels, ma main brûlait l'encens, donc au feu du corps répond le feu de l'autel, la main comme ça qui se détache, ma bouche implorait l'oncle le long de la déesse, tac. J'adorais Hippolyte et le voyant sans cesse. Alors on peut remarquer que le voyant, là on va avoir un sujet, alors du point, il n'y a pas de sujet en partie présent, mais que le sujet logique, c'est vraiment Phèdre. Alors que pour ce qui est de se détourner, elle le fait là, elle le fait par métonymie, mais c'est vraiment elle qui voit, ce qui montre l'incorporation de l'image aimée. Même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer, c'est-à-dire à Hippolyte, ainsi divinisé par l'idolâtrie, mais dont le nom est indicible, impossible. C'est un combat intérieur qui se manifeste dans le temple. Et ce combat intérieur qui passe donc par le fait de voir sans pouvoir dire, il se fait comme ça. Il va passer par l'éloignement d'Hippolyte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sorte de ses yeux. Et donc, s'explique la persécution passée d'Hippolyte, cela afin de l'écarter. Et ça lui permet donc de survivre. Mais son mari, innocent pourtant, et coupable aussi, comme Phèdre, la ramène auprès d'Hippolyte, malgré lui, et tout se réenflamme. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné, donc la métaphore de la maladie d'amour, ce n'est plus une ardeur. Dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. Elle est complètement colonisée par l'image d'Hippolyte et en fait par la proximité même d'Hippolyte. Et c'est l'image d'elle-même qui a amené Phèdre à essayer d'écarter, d'éloigner. Donc je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Et donc en fait il s'agissait, si elle ne pouvait se protéger l'image d'Hippolyte, il fallait quand même pouvoir protéger la sienne propre. Et regret, je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats, ce qu'on a eu donc avant. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repens pas, pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur, tout prétexte exhalé. Elle peut se confier à sa nourrice, mais elle lui demande donc toujours un bras nourricier. Et donc finalement, ce qu'elle lui demande aussi, c'est de l'accompagner dans la mort et dans sa propre mort, mais vu ce qu'a dit Hénone auparavant, eh bien, finalement elle précipite aussi la mort de sa nourrice. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est tellement beau. Je suis vraiment fan de Phèdre. J'ai trouvé ça ultra saisissant de le relire il y a quelques années, donc j'ai repensé cette semaine. Parce que c'est indicible, qui va avec quelque chose qui est très visible, et qu'en même temps personne ne voit, parce que Hénone elle-même ne s'était pas rendu compte de l'amour de Phèdre pour Hippolyte. Personne ne l'a vu. Et ça c'est vraiment un truc qui est extraordinaire. Parce que personne ne l'a vu, c'est un truc qui la ronge à l'intérieur, et il faut qu'on vienne la chercher, qu'on la violente pour qu'elle puisse parler, et cette parole est elle-même violente. Quel fruit espères-tu de tant de violence? Tu frémiras d'horreur si je romps le silence. Et ça, en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment une pièce sur la parole. Et justement, dans la préface, Racine explique alors normalement, dans la pièce, je crois que c'est des Éschyles. Je crois que c'est Éschyles. Je n'ai pas lu la pièce qui a inspiré celle de Racine. Normalement, Phèdre aurait dû être violée par Hippolyte. Et chez Racine, aurait dû être accusée de viol. Aurait dû être accusée d'avoir violé Phèdre.
Et en fait, Phèdre ne va l'accuser que d'avoir eu le dessein, donc la parole finalement, le projet de ce viol. Et en fait, c'est entièrement une pièce sur la parole. Et sur une parole qu'on ne peut pas dire, et sur une parole qui fait mal quand elle se dit. Mais qui en même temps permet la libération de Phèdre. Elle n'est plus seule. Quand bien même elle est coupable, mais victime aussi. Je vous dis à bientôt.